Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Comprendre le Lightning Network. Dans l'épisode précédent, on s'était intéressé dans les grandes lignes à comment fonctionne Lightning en tant que réseau, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut faire transiter des paiements par d'autres nœuds pour atteindre un nœud auquel on n'est pas directement connecté par un canal. Aujourd'hui, on va s'attarder sur un point très particulier, c'est comment est-ce qu'on peut passer par des nœuds intermédiaires sans devoir leur faire confiance. C'est quand même quelque chose de très important. Donc on va prendre un exemple avec seulement 3 nœuds, Alice, Suzy et Bob, et un cas où Alice veut faire un paiement à Bob, mais elle n'a pas de canal direct avec Bob, et donc du coup elle passe par Suzy, puisqu'elle a un canal avec Suzy, et Suzy a un canal avec Bob. Et donc dans notre exemple, Alice va envoyer 40 000 Satoshi à Bob, et donc elle commence par faire un envoi de 40 000 Satoshi à Suzy, et Suzy répercute cet envoi de 40 000 Satoshi vers Bob. Donc ici on n'a pas regardé tout ce qui est frais de transaction, même si Suzy en prélève, c'est très détaillé dans la précédente vidéo, donc je vous laisse aller la voir si vous en avez besoin. Et donc, à la fin, une fois que la transaction a été faite, forcément, bien entendu, Alice a 40 000 Satoshi de moins, Bob en a 40 000 de plus, et par contre, Suzy, pour elle, c'est neutre, puisqu'elle a reçu 40 000 Satoshi sur un canal, et elle en a perdu, elle en a envoyé 40 000 sur un autre canal, donc au final, au total, elle a toujours 280 000 Satoshi, comme avant la transaction. Et maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est, Suzy ne pourrait-elle pas ne pas vouloir répercuter le paiement ? Donc par exemple, Alice envoie les 40 000 Satoshi, et puis Suzy est censée répercuter ce paiement et envoyer 40 000 Satoshi à Bob, mais elle ne le fait pas. Et donc Alice, elle a bien envoyé les 40 000 Satoshi, mais Bob ne les a pas reçus, et c'est Suzy qui les a gardés. Donc ça, c'est pas bien, c'est pas comme ça qu'on veut que ça fonctionne, et donc il faut trouver un moyen pour être sûr que Suzy va bien répercuter le paiement, et de même pour un nombre de nœuds intermédiaires plus grand, bien entendu. Et donc pour faire ça, on utilise un type particulier de paiement sur Lightning qu'on appelle un HTLC pour Hashed Time Locked Contract. Et donc un HTLC, c'est un paiement qui a deux particularités. D'une part, il est conditionnel, donc le paiement n'est complété, les fonds ne sont bel et bien envoyés que si le destinataire peut fournir un secret, entre guillemets, qui vérifie une certaine propriété. Donc on va voir dans quelques minutes ce que ça veut dire exactement. Et puis c'est aussi un paiement qui expire dans le temps, si aucun secret n'est révélé. Donc au bout d'un moment, si la personne qui doit recevoir le paiement n'a pas fait le nécessaire pour le déverrouiller, pour le récupérer avec un secret, eh bien le paiement expire, et donc il n'est pas envoyé. Et donc voyons plus en détail ce qui se passe dans notre cas avec 3 nœuds. Donc dans un premier temps, Bob va générer un secret S qu'on appelle la préimage en anglais, et il va calculer le hash de cette préimage. Donc pour rappel, un hash, c'est juste qu'en gros on fait une espèce d'empreinte de la préimage de S, et donc on calcule à partir de la préimage qui est un nombre, en fait un autre nombre, de telle sorte que ce soit impossible à partir du hash de deviner ce qu'est la préimage. Mais par contre, quand on a la préimage, on peut très facilement la hasher et vérifier que un hash qu'on nous donne correspond bien à cette préimage, puisque la fonction de hachage, elle est connue, et donc on peut l'utiliser pour calculer des hashes comme on veut. Et donc Bob envoie ensuite une invoice à Alice, donc une demande de paiement, comme on l'a vu dans les épisodes précédents, et notamment il lui transmet R, donc le hash de la préimage. Et Alice, elle va donc initier le paiement, et donc elle envoie un HTLC de 40 000 Satoshi à Suzy. Donc un HTLC, je viens de le dire, c'est un paiement conditionnel, et donc c'est un paiement conditionnel de 40 000 Satoshi, et la condition pour que Suzy puisse récupérer le paiement, c'est que Suzy fournisse un secret S', tel que le hash de S' soit bien égal à R. Et Suzy, donc, qui veut récupérer les 40 000 Satoshi qui sont contenus dans ce HTLC, eh bien la seule solution pour elle de faire ça, c'est de s'adresser à la seule personne qui connaît un tel secret, c'est-à-dire Bob. Et donc elle va adresser à Bob, elle va envoyer à Bob un HTLC similaire, donc c'est-à-dire un paiement conditionnel de 40 000 Satoshi, et où la condition, c'est que Bob fournisse un secret S', tel que le hash de S' soit bien égal à R. Or, Bob, il en connaît un de secret qui donne bien R une fois haché, puisque c'est par construction le secret S. Et donc Bob déverrouille le HTLC de Suzy en communiquant S, donc il récupère les 40 000 Satoshi de Suzy. Et Suzy, maintenant, elle est en possession du secret S, puisque Bob lui a transmis, et donc elle est en mesure de déverrouiller le HTLC de Alice.
et donc de récupérer les 40 000 Satoshi de la part de Alice. Et donc de la sorte, on a réussi à faire transiter le paiement par Suzy, mais en ayant l'assurance que Suzy n'allait pas être malhonnête, puisque le seul moyen pour Suzy de récupérer les 40 000 Satoshi de la part d'Alice, c'est d'avoir au préalable envoyé les 40 000 Satoshi à Bob. Alors maintenant, il y a un autre problème qui peut se poser, c'est que Bob ne répond plus. Donc Bob, comme dans l'exemple qu'on vient de voir, eh bien, il génère bien un secret S, une pre-image, il l'envoie à Alice, il demande à être payé 40 000 Satoshi. Alice initie le paiement avec un HTLC de 40 000 Satoshi à direction de Suzy. Suzy le répercute vers Bob, et donc là, ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant, c'est que Bob allait révéler le secret S pour récupérer les 40 000 Satoshi, puisqu'il les a demandés. Mais pour une raison X ou Y, imaginons que Bob ne répond plus, donc il peut être déconnecté d'Internet par exemple, et donc il ne communique pas le secret S à Suzy. Et donc le HTLC ne peut pas être résolu, il ne peut pas aboutir. Ce qu'on a vu, c'est que les HTLC ont aussi une durée d'expiration. Et donc au bout d'un certain temps, précisément au bout d'un certain nombre de blocs, le HTLC va expirer, et donc c'est comme s'il ne s'était rien passé. Les 40 000 Satoshi vont rester du côté de Suzy, dans le canal entre Suzy et Bob. Il faut bien noter aussi que les HTLC, ils expirent dans un sens bien particulier. Et ils expirent d'abord en partant de Bob, et puis ensuite on remonte jusqu'à Alice. Une autre manière de voir les choses, c'est que les temps d'expiration des HTLC s'additionnent. Et donc le premier HTLC à expirer, c'est celui de Suzy vers Bob, et ensuite c'est le HTLC de Alice vers Suzy qui expire. Et alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh bien imaginons que ça soit dans l'autre sens, et que donc ce soit d'abord l'HTLC de Alice vers Suzy qui expire. Donc c'est-à-dire que Bob a trop tardé à fournir la pré-image, et donc l'HTLC de Alice vers Suzy expire. Donc à ce moment-là, le paiement entre Alice et Suzy est annulé. Mais Suzy, qui avait répercuté ce paiement avec un HTLC vers Bob, eh bien son HTLC à elle, il est toujours d'actualité. Il n'a pas encore expiré. Et à ce moment-là, eh bien imaginons que Bob revienne en ligne et communique la pre-image à Suzy. À ce moment-là, ça déverrouille le HTLC de 40 000 Satoshi, et Bob récupère les 40 000 Satoshi de la part de Suzy. Mais Suzy, elle ne peut plus récupérer les 40 000 Satoshi de la part d'Alice, puisque le HTLC d'Alice a expiré. Et donc ça, c'est pas correct pour Suzy, parce qu'elle a fait son taf, elle a été honnête. Et donc c'est pour ça que les HTLC expirent bien dans l'autre sens. Et donc c'est d'abord, dans notre cas ici, l'HTLC de Suzy qui va expirer, et ensuite l'HTLC de Alice. Et de la sorte, personne ne peut être lésé. On va maintenant s'intéresser à comment les HTLC sont traduits en termes de transactions d'engagement. Puisqu'on a pris le temps dans un épisode précédent de bien s'attarder sur le fonctionnement des transactions dans les canaux Lightning et comment elles sont en fait représentées par des transactions d'engagement, c'est-à-dire des transactions de Bitcoin non publiées mais publiables, eh bien les HTLC ne font pas exception. Puisqu'on l'a vu, un HTLC en fait c'est quelque chose qui a quand même une durée. Il n'est pas forcément résolu immédiatement et il a un temps d'expiration. Et donc entre le moment où il est créé, donc où il est amorcé, c'est-à-dire où le paiement est débuté, et donc les 40 000 Satoshi ici en l'occurrence sont insérés dans un paiement conditionnel, mais donc sont en voie d'être dépensés. Et le moment où c'est soit résolu, donc soit les 40 000 Satoshi bougent, soit ou bien le HTLC expire, et donc à ce moment-là c'est comme si rien s'était passé, eh bien il faut pouvoir représenter cela dans une transaction d'engagement, au cas où le canal serait fermé pendant que l'HTLC est toujours en cours, pour pouvoir ensuite envoyer les fonds sur Bitcoin en cas de fermeture, à qui de droit. Et donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc on a bien un HTLC de 40 000 Satoshi envoyé par Alice à Suzy, et donc où la condition, encore une fois, c'est que Suzy fournisse un secret S tel que le H de S soit égal à R. Et donc ce HTLC est représenté dans une transaction d'engagement par un output qui lui correspond. Et donc c'est ce qu'on voit ici. On a du côté d'Alice par exemple, c'est le symétrique pour Suzy, 60 000 Satoshi qui sont envoyés à Alice, puisque une fois qu'elle a initié le paiement, elle a plus que 60 000 Satoshi de son côté, et pas 100 000. 30 000 Satoshi qui sont envoyés à Suzy, puisque c'est ce qu'elle a de son côté. Et il y a les 40 000 Satoshi qui sont en cours de transfert de Alice vers Suzy, qui sont donc dans le HTLC, et qui sont représentés pour Alice par un output qu'on appelle HTLC out, puisque le HTLC
part d'Alice. Et du côté de Suzy, dans la transaction d'engagement de Suzy, le HTLC est représenté par un output appelé HTLC in, puisque c'est la destination du HTLC. Et donc, imaginons que pendant que le HTLC est toujours en attente d'être résolu, eh bien, le canal est fermé. Pour une raison X ou Y, le canal est fermé, donc on publie cette transaction d'engagement. Eh bien, pour récupérer les fonds du HTLC, eh bien, ça dépend de ce qui se passe ensuite. C'est-à-dire que Suzy peut récupérer les fonds du HTLC si elle a la préimage, donc le secret S. Donc en utilisant le secret S, elle peut déverrouiller le script de cet output et récupérer les fonds pour les envoyer sur une adresse qui lui appartient. Et par contre, si Suzy n'a pas la préimage, eh bien Alice pourra récupérer les fonds du HTLC une fois que le temps d'expiration sera passé. Et donc de la sorte, ça permet de faire en sorte que si le canal est fermé alors qu'il y a encore des HTLC en attente de résolution, autrement dit des paiements en cours, eh bien la personne qui les aurait reçus sur Lightning en l'absence de fermeture du canal pourra les récupérer sur Bitcoin. Et bien entendu, une fois que le paiement est passé, donc soit qu'il a expiré, soit que effectivement Suzy a pu récupérer les fonds sur Lightning en fournissant la préimage, eh bien on passe à une nouvelle transaction d'engagement puisque l'état a bel et bien changé, l'état du canal, et donc avec ce qu'on a vu dans les épisodes précédents, c'est-à-dire 60 000 Satoshi envoyés à Alice et 70 000 Satoshi envoyés à Suzy. Donc autrement dit, les 40 000 Satoshi qui étaient dans la transaction, dans l'output du HTLC, et bien maintenant ils ont rejoint l'output qui va à Suzy, puisque maintenant les fonds ont bien été transférés à Suzy. Ce qu'on voit ici aussi, c'est que du coup, dans une transaction d'engagement, il y a un output supplémentaire par HTLC en cours dans le canal, donc par paiement qui est encore en cours de résolution dans le canal. Et donc si on revient sur ce qu'on avait vu avec les différents types de fermeture, eh bien on se souvient que dans le cadre de la fermeture coopérative, on prend vraiment le temps de dire stop, on va fermer le canal, on arrête d'accepter de nouveaux paiements dans ce canal, et on attend l'expiration ou la complétion des paiements en cours. Donc autrement dit, on arrête d'accepter l'émission de nouveaux HTLC dans ce canal, et on attend que les HTLC qui sont déjà présents dans le canal, eh bien, soit aboutissent, soit expirent. Et ce que ça veut dire, c'est que la transaction de fermeture qu'on va publier pour fermer le canal dans le cadre d'une fermeture coopérative, eh bien, elle a au maximum 1 à 2 outputs, puisqu'il n'y a aucun output qui correspond à un HTLC. Et donc ça veut dire qu'en termes de données, de poids, la transaction elle est beaucoup plus légère, et donc il y aura moins de frais pour l'ajouter dans un bloc. A l'inverse, dans le cas d'une fermeture forcée, eh ben, on ferme tout de suite, et donc on publie la dernière transaction d'engagement. Et donc cette transaction d'engagement, potentiellement, s'il y a des HTLC qui sont en cours de résolution dans le canal au moment où on ferme, eh bien, il y a autant d'outputs supplémentaires dans cette transaction qu'il y a d'HTLC en cours. Et donc imaginons que par exemple, eh bien, on soit sur un canal avec des fonds du côté d'Alice, des fonds du côté de Suzy et 3 HTLC en cours dans le canal, eh bien ça fait que la transaction d'engagement qu'on publie pour fermer le canal, elle a en tout 5 outputs, ce qui l'alourdit considérablement et qui participe aussi donc à l'augmentation des frais pour la transaction dans le cas d'une fermeture forcée. Et donc c'est un argument supplémentaire pour toujours préférer une fermeture coopérative dès que c'est possible et garder la fermeture forcée pour les cas de dernier recours. Ce qu'il faut retenir de cet épisode, c'est d'une part que les HTLC permettent de faire transiter les paiements par d'autres nœuds sans qu'aucune confiance soit nécessaire vis-à-vis de ces nœuds. Ensuite, il faut bien retenir aussi que les HTLC sont résolus ou expirent dans un sens bien précis, donc en partant de la destination du paiement et en remontant jusqu'à la source. Enfin, tant qu'un HTLC n'est pas résolu ou expiré, il est présent dans une transaction d'engagement, entre guillemets temporaire, et donc cela peut alourdir les frais de transaction sur Bitcoin si on venait à faire une fermeture de canal forcée alors qu'il y a encore des HTLC présents dans le canal.